Bienvenue chers auditeurs de notre podcast Aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain. Vous écoutez le deuxième épisode d'une série de 5 podcasts réalisés par la Gazette des Communes avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Nous vous proposons une découverte du monde périurbain grâce aux chercheurs, aux experts et aux élus locaux, interrogés au micro de Delphine Gerbeau et Laura Fernandez-Rodriguez, journaliste à la Gazette des Communes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et via le site de la Gazette des Communes ou celui de la Fabrique de la Cité, le think tank dédié à la prospective urbaine. Bonne écoute. Étalée, bitumisée, polluée, gouvernée par l'automobile, la commune périurbaine est régulièrement taxée de tous les maux. Le film Vivarium, du réalisateur Lorcan Finnegan, sorti en salle en 2019, brossait l'image d'un jeune couple enfermé dans un lotissement tentaculaire dans lequel toutes les maisons aux pelouses aux cordeaux sont absolument identiques. Mais la commune périurbaine n'est-elle que cela ? Dans ce deuxième épisode, on a décidé d'explorer les idées reçues qui pullulent au sujet du périurbain. Pour cela, nous sommes en compagnie d'Éric Charme, auteur de La Revanche des villages, essai sur la France périurbaine, spécialisé dans les études urbaines et l'urbanisme et qui travaille à l'École nationale des travaux publics de l'État. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on aimerait vous faire réagir à plusieurs passages du roman d'Annie Ernaux, Les années, paru en 2008. Plus que jamais, les gens rêvaient de campagne, loin de la pollution, du métro boulot dodo, des banlieues concentrationnaires et leurs loupards. On s'installait dans une ville nouvelle à 40 km du périphérique. Une maison légère, colorée comme un village de vacances, avec des rues au nom de fleurs. La porte en claquant faisait un bruit de bungalow. Plus loin, il y avait des espaces herbeux, des immeubles de verre et des tours administratives. On se sentait flotter dans un espace trop vaste. L'existence se diluait. Se promener là n'avait pas de sens. Comme souvent, ce qu'écrit Annie Ernaux, ces mots me semblent assez justes. En fait, Annie Ernaux, je trouve, porte un regard sensible et tout à fait pertinent sur certaines des expériences périurbaines. Alors, je confesse ne pas avoir lu les années, mais j'ai lu d'autres de ses livres. Et moi, je recommanderais Regarde les Lumières, mon amour, qu'elle a publié en 2014 et dans lequel elle partage son expérience du supermarché. Et dans ce livre, elle exprime toute l'ambivalence de son rapport à ce lieu entre plaisir et sentiment d'aliénation. Alors, pour revenir aux phrases que vous avez lues, elles me semblent correspondre à ce que beaucoup d'autres périurbains pourraient dire. C'est-à-dire qu'elle parle ici, certes, de la vie dans une ville nouvelle, ce qui est un cas assez particulier, mais on retrouve dans ces phrases l'attrait de la campagne, de la maison, et en même temps le fait que pour beaucoup de gens, la campagne, surtout autour de Paris, il faut aller la chercher loin, et que la maison, fréquemment, elle est construite avec des matériaux bas de gamme. Donc non, en fait, je trouve pas vraiment d'idées reçues dans ces extraits d'Annie Ernaux. Les idées reçues sur le périurbain seraient plutôt dans une lecture tronquée de ces phrases, où on ne retiendrait que le négatif, c'est-à-dire que la volonté de fuir les banlieues, et notamment le voisinage de plus modeste que soi, l'architecture pavillonnaire bas de gamme, l'éloignement, toutes choses qui sont réelles, mais qui ne sont qu'une partie de la réalité périurbaine. Et justement, dans ces phrases, Annie Ernaux, elle montre l'ensemble de cette réalité. Alors, on va commencer justement par parler des habitants, qui souvent eux-mêmes, quand on les interroge, ils n'ont pas l'impression de vivre dans le périurbain. C'est vrai. En fait, le terme périurbain est très utilisé dans les milieux professionnels par les chercheurs. C'est aussi une catégorie avec laquelle l'INSEE classe les territoires. Quoique d'ailleurs, dernièrement, l'INSEE a pris quelques distances avec ce terme qu'elle utilise moins dans son dernier zonage en aire d'attraction des villes. Mais en tout cas, si le périurbain est une catégorie très utilisée par les professionnels, effectivement, elle n'est pas rentrée dans la langue commune. C'est en fait qu'il y a une autre manière de caractériser les espaces qui existe et qui correspond bien mieux à l'expérience immédiate des habitants du périurbain. En effet, pour la plupart des gens, le périurbain, c'est la campagne. Et ils n'ont pas complètement tort, ils ont peut-être même raison. C'est-à-dire que le périurbain, c'est effectivement en large part la campagne. L'immense majorité des communes périurbaines sont des villages, et la campagne, en large part, c'est le périurbain. Juste un chiffre pour donner une idée de la situation. Selon justement le dernier zonage de l'INSEE que j'évoquais, le zonage en aire d'attraction des villes, qui date de 2020, 58% de la population considérée comme rurale se trouve dans la couronne d'un pôle, se trouve donc dans le périurbain. Donc c'est un point tout à fait essentiel. C'est-à-dire que le périurbain, c'est la campagne proche des villes. Et
Vivre dans le périurbain, c'est bénéficier d'un cadre de vie rural, donc soit habiter un village, soit habiter une petite ville, et potentiellement bénéficier des ressources d'une grande ville, notamment en termes d'emploi, évidemment. Et sur ce sujet, j'aime bien évoquer la figure d'Ebenezer Howard. C'est une des grandes figures d'histoire de l'urbanisme, qui est connue pour cet ouvrage publié vers 1900 qui pose les principes de la cité-jardin. Alors je dis vers 1900 parce qu'il y a plusieurs éditions différentes, mais c'est donc autour de cette époque que les différentes éditions ont été publiées. Et donc, avec l'idée de la cité-jardin, Ebenezer Howard cherche à marier les avantages de la ville et ceux de la campagne. Et finalement, avec la périurbanisation, les gens ont inventé de manière pragmatique leurs propres solutions en s'installant dans les campagnes proches des villes, ou aussi, ce qui est quand même un cas qu'on oublie souvent mais qui est tout à fait important, en restant dans les campagnes proches des villes, c'est-à-dire en évitant de déménager vers la ville. Alors, le problème, c'est bien sûr qu'alors qu'Ebenezer Howard avait imaginé des cités-jardins reliées les unes aux autres par des voies ferrées et donc par le train, les gens ont investi les campagnes proches des villes en utilisant essentiellement l'automobile. Et dans cet idéal de vie proche de la campagne qui s'incarne dans le mode de vie périurbain, une des projections qu'on peut avoir, c'est de se dire que le périurbain se réduit quelque part au lotissement tel qu'il s'incarne, tel qu'on les voit. Est-ce que c'est vraiment une représentation pertinente ? Évidemment, le périurbain compte beaucoup de lotissements. Il est, au-delà du lotissement, dominé par l'habitat individuel. Et puis, comme je le disais, le mode de déplacement dominant, il y a également l'automobile. C'est une réalité indéniable du périurbain. Le problème, c'est, comme je le disais tout à l'heure à propos des mots d'Annie Ernaux que vous avez cités, c'est que quand on réduit le périurbain à ça, le périurbain, comme je viens de le dire, c'est aussi la campagne. C'est une autre caractéristique. Et ça, c'est un aspect essentiel de la réalité vécue des habitants du périurbain et trop souvent négligé dans les débats, dans les commentaires critiques qui, eux, se focalisent justement sur le lotissement. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est les couvertures d'un certain nombre de livres consacrés au périurbain. Bien souvent, ces couvertures, elles montrent des alignements de pavillons, suggérant l'existence d'immenses nappes. Or, cette réalité, si elle existe en France, c'est plutôt celle de la banlieue. Le périurbain, c'est beaucoup plus souvent une petite commune de 1000-2000 habitants avec quelques centaines de logements. Et l'image qui correspond le mieux à cette réalité-là, c'est plutôt celle du village, plus que celle de la nappe pavillonnaire. Alors, évidemment, quand on parle du périurbain, insister sur les nappes pavillonnaires ou sur la campagne et l'ambiance villageoise, ça a un sens politique. C'est pas neutre d'insister sur un aspect plutôt que sur l'autre. L'image sociale et politique du pavillon n'est pas du tout la même que celle du village. Et ça vaut pour les débats sur le vote et aussi, bien sûr, pour les débats sur l'écologie. Quand on met en avant la dimension campagnarde du périurbain, ça devient un peu plus difficile de dire que le périurbain est l'horreur environnementale. Et en insistant moi sur la dimension campagnarde du périurbain, et je suis pas le seul, de plus en plus de gens le font depuis un certain nombre d'années, je ne veux pas dire que tout va bien dans le périurbain. Bien sûr que beaucoup de pavillons sont des passoires thermiques, bien sûr que la mobilité automobile pose problème, mais si le périurbain a des défauts, il a aussi des qualités, notamment sa connexion avec la faune et la flore, avec les sources de notre alimentation, avec les ressources en eau, etc. Et donc, pour dire les choses clairement et peut-être un peu schématiquement, mais il faut sortir du débat sur la ville dense versus le périurbain, du débat pavillon versus immeuble, qui, les recherches le démontrent, est plutôt obsolète et empêche d'avancer. Pour certains géographes sociologues, les zones périurbaines seraient le lieu de l'entre-soi. Vous-même, vous avez employé le terme de clubisation dans un de vos précédents ouvrages pour définir la façon dont les zones périurbaines se sont développées. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée de clubisation ? Oui, j'ai eu un certain succès avec le néologisme de clubisation. En termes de marketing scientifique, ça a été assez efficace. Ouais. Après, les gens se sont appropriés l'idée un peu comme ils le voulaient. C'est leur droit, d'ailleurs, mais vous me donnez l'occasion de préciser ce que j'ai en tête, donc je vous remercie. Alors, pour moi, l'entre-soi n'est pas au cœur de la clubisation. C'est un aspect, c'est plutôt quelque chose qui en dérive, mais c'est pas vraiment au cœur de la notion que j'ai proposée. Alors, ma réflexion sur le sujet, elle est avant tout conceptuelle déjà,
Et il s'agissait de comprendre comment, notamment dans le périurbain, les villages continuent de compter. Clairement, le concept de communauté ne permet pas de comprendre cet attrait maintenu. C'est-à-dire que la vie des villageoises d'autrefois, la vie communautaire des villages, des campagnes d'autrefois a vécu. Les gens ne viennent pas chercher une vie communautaire dans le périurbain. Alors certains le font. Il y a même ces dernières années un regain de l'appétit pour la vie communautaire. C'est intéressant d'ailleurs, mais ça reste quand même quelque chose d'assez marginal. La réalité, c'est plutôt que les gens s'intéressent à leur environnement résidentiel en tant que club. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport plus économique que politique à leur environnement résidentiel. Ce qui les intéresse, c'est l'utilité de leur environnement résidentiel, ses aménités, etc. Et c'est pour ça que j'ai parlé de clubisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on emménage dans une commune périurbaine pour devenir membre d'un club résidentiel plus que pour devenir membre d'une communauté. Par ailleurs, on fonctionne de plus en plus sur un mode, disons, dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Dans le périurbain, ce marquage social et politique est beaucoup moins fort, mais les communes se distinguent quand même pas mal malgré tout les unes des autres en termes de standing. Alors, ce qui, par rapport à cette question du contrôle de l'environnement résidentiel, fait la spécificité du périurbain et de la clubisation, c'est la taille des communes. C'est-à-dire que selon les villes, mais on a entre 80 et 90% des communes d'une couronne périurbaine qui comptent moins de 2000 habitants. À cette échelle, des petites communes, ouais. Ce sont des petites communes effectivement, et avec cette échelle, avec la logique de clubisation que j'évoque, les municipalités deviennent un peu comme des gestionnaires de copropriété. C'est surtout ça qui est à mon avis le point central, parce que ça pose quand même des vraies questions en termes de biens publics, et ce qui m'avait d'ailleurs conduit à comparer certaines communes périurbaines aux ensembles résidentiels privés, les fameuses gated communities dont on parle beaucoup aux États-Unis et ailleurs. Alors, il faut pas pour autant considérer justement que ce problème est d'abord celui de l'entre-soi. Parce qu'évidemment, on passe pas l'essentiel de sa vie éveillée dans une commune de 2000 habitants. On fait ses courses ailleurs, on voit des amis ailleurs, on travaille ailleurs, etc. Et ce qui devient très intéressant, c'est que, par rapport à la question que vous posez, c'est que si on fait le bilan des expériences quotidiennes de la diversité, on s'aperçoit que sur ce terrain, les habitants des communes périurbaines en font peut-être largement autant d'expériences de la diversité que ceux des habitants des quartiers très denses, des centres, des métropoles. Si vous habitez à un village de cadres des Yvelines, dans votre village, il va y avoir beaucoup de cadres et beaucoup de gens qui vous ressemblent sociologiquement. Mais quand vous allez, comme tout le monde, au supermarché, vous faites une expérience de la diversité de la société qui est possiblement un peu plus significative que celle que vous faites dans les petits commerces de bouche des quartiers gentrifiés. Et c'est ce que nous avons montré justement dans un article publié avec Stéphanie Vermeersch et Lydie Launay sur le site de la Vie des idées. Cet article a d'ailleurs suscité une réponse assez verte de Jacques Lévy. Alors justement, quand vous évoquiez « Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es », il y a aussi eu des travaux sur le « Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu votes ». Et ceux de Christophe Guilluy ou de Jacques Lévy, leurs travaux soutiennent que les votes extrêmes sont plus forts et plus représentés dans les communes périurbaines. Comment vous percevez leurs analyses ? Alors, ce que disent Jacques Lévy et Christophe Guilluy du périurbain est très différent. Ils se rejoignent surtout dans leur discours finalement assez négatif. Mais c'est vraiment j'allais dire presque leur seul point commun. D'abord, ils parlent pas des mêmes espaces. Il y a seulement un recouvrement partiel entre ce que dit Jacques Lévy qui porte notamment sur le périurbain et ce que dit Christophe Guilluy qui porte sur la France périphérique. Ce recouvrement partiel, c'est autour du périurbain lointain. Donc pas tout le périurbain, mais une partie du périurbain. Alors, ce recouvrement, c'est l'une des explications des confusions, parce que c'est précisément dans le périurbain lointain que le vote en faveur du Rassemblement national ou du Front national est le plus fort. Le plus fort, oui. Alors, si je continue sur les différences, Christophe Guilluy, il veut quand même plutôt en empathie avec les ménages populaires. C'est-à-dire, il veut un peu essayer de comprendre et de donner des raisons au point de vue qui est le leur. Ce qui n'est pas du tout le cas de Jacques Lévy, qui mène plutôt une critique morale du choix du périurbain, choix qui le renvoie au refus des expériences qu'il juge propres à l'urbain dense, justement, notamment l'expérience de la diversité, de la mixité sociale. Oui, ce que vous contredisez dans l'analyse que vous aviez évoquée. Exactement.
Et alors Jacques Lévy, il a développé cette critique du périurbain autour de la notion de gradient d'urbanité dans les années 90, et il a un point de vue d'ailleurs qui a stimulé de nombreuses recherches, de nombreux débats, et on peut dire d'ailleurs qu'il a contribué à faire avancer les connaissances sur le périurbain. Aujourd'hui, cependant, les recherches qui ont été menées après ces travaux pour les discuter, elles ont quand même largement sapé les fondements empiriques de ces hypothèses, et notamment l'idée qu'on pourrait établir un rapport théorique entre le vote et le lieu de résidence. Alors en gros, l'idée de Jacques Lévy, c'est qu'habiter le périurbain, c'est préférer le jardin privé au square, la voiture individuelle, le transport individuel au transport collectif ou au transport en commun. Donc, d'une certaine manière, c'est privilégier l'individuel, le repli sur soi, plutôt que le collectif, l'ouverture sur l'autre. Mais si ce raisonnement est séduisant, ça marche pas. D'abord parce que le périurbain est trop divers pour être réduit à un type de comportement, et encore plus à un vote. Il y a du périurbain populaire, mais il y a aussi du périurbain bourgeois, parfois même très bourgeois. Ensuite, Jacques Lévy réduit le périurbain au pavillon et à la voiture et oublie sa dimension campagnarde que je soulignais tout à l'heure. Enfin, empiriquement, comme je le disais là aussi à l'instant, les expériences de la diversité sont pas nécessairement moindres du côté du périurbain, et on pourrait peut-être même dire parfois au contraire. Alors, sur le vote, cela étant, effectivement, c'est dans le périurbain, dans un certain nombre de communes périurbaines, plutôt les communes périurbaines les plus éloignées des grandes métropoles, que le Rassemblement national fait ses meilleurs scores. Mais justement, c'est pas tout le périurbain. C'est une partie du périurbain. Le plus éloigné. Le plus éloigné, et celui justement où on trouve beaucoup d'ouvriers, d'employés, et ce qui malheureusement va avec beaucoup de difficultés sociales, des difficultés aggravées par la dépendance automobile et la précarité énergétique que cette dépendance peut provoquer. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le périurbain, comme tous les autres espaces, est un lieu où s'expriment des inégalités. C'est-à-dire que les meilleures places dans le périurbain, les communes les plus proches des centres, celles qui offrent les plus beaux paysages, les meilleures aménités, elles sont choisies par les plus aisés, à commencer par les cadres, justement, les cadres du privé. Et d'ailleurs, dans ces communes, quand on regarde la géographie électorale, on constate qu'on vote peu pour le Rassemblement national. On vote plutôt pour la droite, le centre droit, mais très peu, et plutôt moins d'ailleurs qu'ailleurs, pour le Rassemblement national. Après, une fois que les cadres ont choisi leur localisation, les ménages plus modestes, les ménages ouvriers, employés, ils choisissent ce qui reste. Alors ça peut être une maison pas trop éloignée des centres, mais qui subit le bruit d'un aéroport, par exemple, ou une maison très éloignée, c'est-à-dire plus de 100 km de Paris, dans le cas de l'Île-de-France, mais dans le cas de Lyon, ça va être 60-70 km. Le problème, c'est que cet éloignement, il induit des déplacements qui coûtent cher. Et donc, on trouve là, dans ces espaces, des ménages qui sont propriétaires, qui ont chacun un emploi, et qui, du fait de leurs dépenses de transport, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ouais. Et en fait, si on regarde leur reste à vivre, ils sont sous le seuil de pauvreté. Pour un certain nombre d'entre eux, s'ils ont 2 enfants, par exemple, et encore plus s'ils en ont 3. Et on peut dire que ces ménages n'ont pas vraiment l'impression que leurs problèmes sont pris au sérieux. Oui, alors qu'ils jouent le jeu du modèle périurbain et qu'ils ont fait un crédit et qu'ils ont une voiture, ils ont plus de revenus arbitrables suffisants pour que ce modèle-là soit soutenable. Voilà, et ils ont le sentiment de faire finalement pas mal de choses bien, de faire tout pour faire partie de la classe moyenne, et non seulement ils éprouvent de grandes difficultés à la fin du mois, mais en plus ils ont quand même l'impression d'être méprisés. Ils n'ont pas complètement tort. Je rappellerai quand même les mots de Benjamin Griveaux au début du mouvement des Gilets jaunes, parlant de la France qui fume des clopes et qui roule au diesel, qui n'est pas la France qu'on peut rêver pour le 21e siècle. Je pourrais aussi évoquer du côté de la gauche les discours sur la France moche, ou les critiques même écologiques, qui sur la question pavillonnaire sont quand même un masque présentable du mépris de classe. Donc, de ce point de vue, c'est quand même pas étonnant que certains de celles et ceux qui subissent les critiques aient envie de voter pour le Rassemblement national, ou, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, s'abstiennent. Alors justement, on va rebondir sur le sujet écologique. Une autre idée qu'on se fait communément sur le périurbain, c'est que c'est un cauchemar écologique entre la consommation de foncier, le règne de la voiture, vous en parliez, les logements qui sont des passoires thermiques. Est-ce que c'est vraiment si catastrophique de vivre dans le périurbain ? Alors, les problèmes que vous évoquez sont de vrais problèmes, qu'il ne s'agit pas de minorer ou d'ignorer. Mais
là encore, toute une question de mesure. Comme je le disais, souligner justement la dimension campagnarde du périurbain oblige à regarder quand même les choses assez différemment. Jusqu'où habiter la campagne, combien telle serait-elle périurbaine? Et d'ailleurs, la campagne périurbaine est plus dense que les campagnes isolées, par exemple, et on y dépend moins de la voiture que dans les campagnes isolées. Jusqu'où donc habiter la campagne, c'est une horreur environnementale. Donc maintenant, plus concrètement, quels sont les enjeux? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'énergie consommée dans le logement, notamment pour son chauffage. Est-ce que la maison est vraiment un problème sur ce terrain? Bah oui, il y a de nombreux pavillons qui sont des passoires thermiques. Maintenant, on sait régler ce problème, on sait isoler les pavillons, agir sur les moyens de chauffage. Alors l'obstacle, c'est que ça coûte de l'argent, c'est un vrai problème. Mais autrement, en soi, la maison peut être tout à fait performante sur le plan énergétique. Et d'ailleurs, on peut même plus facilement dans l'individuel que dans le collectif, mettre des panneaux solaires sur le toit. On peut aussi plus facilement isoler par l'extérieur ou par l'intérieur. Les immeubles haussmanniens de Paris, c'est un peu compliqué de les isoler de l'extérieur et de l'intérieur aussi d'ailleurs. Bon. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas vraiment un désavantage de l'habitat individuel. Alors un autre débat beaucoup plus compliqué, c'est l'artificialisation. Oui. Alors c'est un sujet difficile, délicat, qui a une dimension politique très forte et sur lequel le diagnostic des scientifiques d'ailleurs n'est pas encore très clairement établi. Oui, on n'a pas encore défini ce que voulait dire artificialiser clairement. Oui, alors on sait donner des définitions, mais toutes les définitions posent des problèmes. Si on retient la qualité des sols en termes écologiques, il y a pas mal de jardins de maisons individuelles qui ont une qualité nettement supérieure à celle des sols de l'agriculture intensive, par exemple. Bien sûr. Donc voilà, donc il y a quand même toute une discussion à avoir et pour l'instant on est parti vers le zéro artificialisation net sans avoir vraiment clarifié tous les enjeux autour de cette question. Et d'ailleurs, on s'expose à quelques déconvenues parce qu'on est en train de mettre l'éteignoir sur la fabrication de maisons individuelles neuves. Alors, quoi qu'on pense de cette fabrication de maisons individuelles, le fait est que c'était quand même une des principales filières d'accession à la propriété des ménages modestes. Et on est peut-être en train de rejouer un peu ici la même chose qu'avec la taxe carbone sur l'essence. Bon, cela étant, restons-en aux enjeux écologiques. Sur la question de l'artificialisation, en plus, le sujet est mérite d'autant plus débat que la France, en fait, elle n'est pas menacée d'une artificialisation massive. C'est-à-dire que, on fait quelques règles de 3, si tous les Français habitaient une maison sur 1000 mètres carrés de terrain, si tous les Français habitaient le périurbain et donc même en comptant les commerces, les équipements, les infrastructures qui vont avec, etc., on arrive à peine à 11% de surface artificialisée pour la France. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'artificialisation, mais ça veut dire que le problème il n'est pas essentiellement quantitatif, il est d'abord qualitatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on artificialise? C'est-à-dire que lorsqu'on artificialise, comme c'est le cas en Seine-et-Marne, des sols qui sont considérés comme parmi les plus productifs en termes agricoles d'Europe, ça pose effectivement de vraies questions. Autre exemple sur la question de l'artificialisation, toujours, comme je disais, les jardins sont considérés comme des espaces urbanisés, mais urbanisés, ça veut pas dire nécessairement artificialisés. Alors c'est vrai que quand on voit certains jardins, notamment dans les résidences secondaires, recouverts de graviers ou d'enrobés, oui, il y a de l'artificialisation. Mais ça n'est pas une fatalité, c'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer mener une politique des jardins pour y favoriser la production alimentaire et la biodiversité. Alors certes, tout le monde ne peut pas faire un potager, mais on peut imaginer des municipalités qui embaucheraient des gens chargés de cultiver des potagers dans des jardins et partager la ressource, par exemple. En plus, d'un point de vue pragmatique, penser avec le pavillon plutôt que contre me semble d'autant plus s'imposer quand même qu'en France, on a plus de la moitié de la population qui habite une maison. Et que
80% de la population fait de la maison l'habitat idéal. Enfin, selon les sondages qu'on peut lire ici ou là régulièrement, on voit 80% de la population, grosso modo, qui fait de la maison l'habitat individuel. Alors, évidemment, on peut toujours ramer à contre-courant, mais là, quand même, il va falloir être costaud. Oui, tout à fait. En dehors des postures politiques, il y a une réalité aujourd'hui qui est celle-là, quoi. Voilà. Et je dis ça d'autant plus que, comme je le viens de l'expliquer, les marges de manœuvre pour améliorer les qualités écologiques de l'habitat individuel sont nombreuses. Et on va y consacrer un épisode entier à la question des mobilités, mais peut-être juste en quelques mots, vous interroger sur la place de la voiture aujourd'hui, qu'on dit incontournable dans le périurbain. Oui, c'est difficile de parler de la question écologique et du périurbain sans parler de la mobilité. C'est je dirais, le troisième grand sujet, parce que aussi les transports sont une source majeure à la fois de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Et là encore, je pense que sur cette question comme sur les autres, on a beaucoup à gagner à sortir de l'idéologie et de la critique de la bagnole pour justifier que cette critique puisse être, et à écouter ce que disent les chercheurs, qui là sont quand même beaucoup plus clairs. Autant sur l'artificialisation, il y a pas mal de discussions, mais sur la question de la mobilité, la recherche est quand même assez claire. Alors malheureusement, elle n'est pas très entendue au-delà des cercles des spécialistes. Alors elle dit quoi la recherche? Elle dit plusieurs choses. La première, sur la question de la mobilité, c'est que ce sont d'abord nos modes de vie qui sont en cause. Il faut quand même garder ça à l'esprit. C'est-à-dire, peu importe qu'on habite une maison ou un appartement, si on prend régulièrement l'avion par exemple, et que là-dessus, c'est d'abord les revenus qui sont déterminants. Donc, les effets des politiques de densification sont assez limités, et ils sont plus limités, en tout cas, que les effets des politiques de localisation. Alors, je fais ici référence à des recherches que j'ai menées avec une équipe dirigée par Charles Leroux, un chercheur du LAET, Laboratoire Aménagement Économie des Transports, et qui a été publié récemment dans Cybergéo. Alors, ces recherches montrent que ce qui compte, c'est moins de construire du collectif à la place des maisons que de localiser ailleurs les maisons. C'est-à-dire qu'un immeuble à la place d'un lotissement dans une commune de 300 habitants, ça change quand même pas grand-chose en termes de mobilité. On reste dépendant de la voiture, parce qu'il y a rien de possible à faire dans le village. Et alors, pour en venir à ce qu'il faudrait faire sur la mobilité, il y a déjà il y a deux grandes options. Il y a d'un côté déjà réduire la longueur et le nombre de nos déplacements, c'est-à-dire agir sur nos modes de vie, réduire nos déplacements. Ça, c'est la sobriété. Et puis, il y a d'autre côté les solutions techniques. Dans le monde des transports, évidemment, on croit beaucoup au potentiel du moteur électrique, ou peut-être d'ailleurs du moteur à hydrogène, pour, d'une certaine manière, pouvoir continuer à faire comme avant. Alors, ça pose évidemment la question de la fabrication des voitures et de la production de l'électricité. Entre ces deux orientations, il y a deux autres vecteurs pour améliorer la mobilité dans le périurbain, d'après ce que disent les recherches récentes, qui sont le vélo, notamment électrique, et le covoiturage. Ça, c'est les deux grands moyens d'améliorer la mobilité dans le périurbain. Alors, ça nécessite quand même des politiques un peu volontaristes, c'est-à-dire que le vélo, il faut des infrastructures pour circuler, pour permettre aux gens de se déplacer en vélo, mais en l'état, sans bouleverser la structure de la mobilité actuelle ou la manière dont le territoire est urbanisé, on peut avoir des impacts tout à fait significatifs avec le vélo et le covoiturage. Et en plus, ces deux modes de déplacement ont le grand avantage de réduire les coûts et donc de traiter les enjeux de la précarité énergétique, ce qui n'est pas du tout le cas de la voiture électrique ou même à hydrogène. Donc, de mon point de vue, d'ailleurs, pour les questions écologiques, le développement du vélo et du covoiturage, c'est un des grands chantiers du périurbain, avec la politique des jardins. Très bien. Eh bien, merci Éric Charme d'avoir accepté cet exercice de fact-checking autour des idées reçues sur le périurbain. Tout de suite, ça va être le mot de la fin. Nous posons à tous nos invités 3 questions auxquelles nous vous demandons de répondre par un seul mot. Un mot que vous associez au périurbain. Bon, alors désolé, ce sera 2. Je dirais club et campagne. Très bien, un bon rebond sur vos travaux. Une zone périurbaine où vous verriez vivre? Alors, je n'habite pas le périurbain, mais si je devais choisir un lieu, plutôt qu'une zone d'ailleurs, je choisirais plutôt une maison avec jardin dans le cœur ancien d'une petite ville. Avec un potager dans votre jardin? Ouais. Et le périurbain dans 10 ans, c'est la campagne retrouvée. Merci beaucoup, Éric Charme. Merci de m'avoir
inviter à participer à cette série sur le périurbain. C'est la fin de ce deuxième épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Pour le prochain épisode, nous évoquerons la question cruciale des mobilités avec Jean-Marc Hoffner, directeur général de l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine et spécialiste des questions de mobilité dans le périurbain. À bientôt.